On vous remercie beaucoup pour cette conférence, mais c'est pas terminé pour vous, parce que vous avez encore des qui souhaiteraient poser la première question. Merci de ta conférence. Bon, tu m'as pas du tout convaincu, parce que je reste climato-sceptique à fond. J'ai une question à te poser, mais est-ce que les climatologues sont vraiment sérieux et compétents, premièrement? Parce que j'ai souvenir d'une certaine, qui n'était pas du tout climato, une Cécile Duflot à son époque qui passait le Japon à l'hémisphère sud, donc enfin bon, une petite histoire quand même. C'était quand même le référentiel à l'époque. Et je prends le polytechnicien qui s'appelait Christian Gérondeau, polytechnicien et mine, hein, qui a écrit pas mal de bouquins sur le sujet, qui parle de l'arnaque phénoménale. Et puis surtout, ce qui m'inquiète un peu, c'est que Simon Linet, qui est vice-président de Rothschild, a toujours pensé qu'il était bon d'appuyer fortement la notion du climat, car il y avait une notion, enfin il y avait surtout une récupération financière, et qu'il aurait souhaité, et qu'il souhaite toujours, que tout ce qui se passe au niveau national soit retransmis au niveau mondial, car c'est du business, quoi. Oui, alors deux questions en une. Alors sur la question du sérieux, j'ai donné la liste des laboratoires qui si le CEA n'est pas sérieux, il faut vite partir parce qu'il y a toutes les centrales atomiques qui vont exploser. Il y a de plus en plus de climatologues. Non, les climatologues, je ai donné l'état des lieux, hein, c'est-à-dire que l'étude est assez... Bon, donc même si on va dire qu'ils sont plus 97, ils sont toujours 90, même a priori c'est même plus que ça aujourd'hui, comme je disais, c'est-à-dire que le nombre d'articles qui ne fait même plus mention du débat, de la question de savoir si oui ou non l'homme est responsable, le nombre d'articles qui ne mentionne même plus le sujet augmente, ce qui veut dire que le sujet est acquis pour les climatologues. Comme je disais, la climatologie repose essentiellement sur la notion de modèle mathématique. C'est-à-dire c'est des énormes ordinateurs qui tournent avec des modèles, avec un certain nombre de paramètres, etc. Quand j'ai évoqué le prix de ces appareils, le coût de fonctionnement, c'est des coûts très élevés. Les universités qui ont accès à ces ordinateurs, ce sont les meilleures universités, que ce soit aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, etc. Ce sont tous les supercalculateurs du monde qui tournent sur ces trucs-là. Bon, je pense qu'on peut considérer qu'ils sont sérieux. Moi, je dis aujourd'hui, c'est le paradigme, c'est l'état des lieux des climatologues. Encore une fois, les scientifiques que je notais tout à l'heure, hein, je prends exemple, Larmina, lui, c'est un ingénieur, il est agronome. Vernaz, lui, on le voit beaucoup sur Internet, qui est climato-sceptique, c'est un spécialiste de la vitrification des déchets nucléaires. Bon, c'est un très bon scientifique, hein, mais c'est pas un climatologue. Vincent Courtillot, il y a eu un débat très intéressant. Malheureusement, il n'y a plus la vidéo qui est en ligne aujourd'hui sur le site de l'Académie des sciences, mais il y a eu un débat qui a duré une journée entière à l'Académie des sciences entre Vincent Courtillot, qui est un climato-sceptique, et qui est géophysicien, qui n'est pas climatologue. Et en face de lui, il y avait Barr, qui est climatologue, donc il y a un débat de 24 heures à l'Académie des sciences. Donc Courtillot, il s'est fait étrier pendant le débat. Donc, typiquement, je veux dire, la question, par exemple, du redressement des données statistiques, il s'est appuyé essentiellement sur un laboratoire dans le nord de l'Italie où les chiffres contredisaient le réchauffement, etc. Bon, Barr lui a dit, ouais, d'accord, mais enfin, toute la période antérieure à telle date, le site n'était pas au même endroit, il était du côté soleil, après on l'a mis du côté ombre, enfin, etc. Donc il faut redresser les données, ben, voilà quoi, typiquement. Donc, c'est comme tout, c'est un métier. Moi, il y a beaucoup de scientifiques qui attaquent les climatologues, qui ne sont pas climatologues. Comme je le disais tout à l'heure, hein, tous les scientifiques ont des carrières à mener. Il y a aussi un débat où vont les budgets. C'est évident que si les budgets vont chez des climatologues, il y a d'autres branches de la science qui n'auront pas ces budgets. Donc il y a une guerre qui s'opère dans les scientifiques pour discréditer le travail de l'un et le travail de l'autre, etc. Mais ça fonctionne comme ça. Il faut bien considérer que les scientifiques, il n'y a pas d'un côté les réchauffistes qui sont d'horribles personnes qui vivent sous la pression de la banque Rothschild, et puis les climato-sceptiques, qui eux sont des anges qui descendent directement du 7e ciel. Chacun défend son mystère. Donc aujourd'hui, les climatologues, qui sont des personnes qui vraiment étudient la question, qui sont capables de redresser les données, de les analyser en profondeur, etc., de regarder les biais qu'il peut y avoir, sont immensément, majoritairement convaincus d'origine humaine du réchauffement. Je dis, c'est l'état de la science. Je ne dis pas que dans 50 ans, un autre paradigme fera jour, peut-être. Mais dans 50 ans, de toute façon, ce sera trop tard pour régler la question des émissions de gaz à effet de serre. Donc, aujourd'hui, je pense que ce qu'on doit faire en tant que citoyen, c'est prendre l'état du paradigme. Le paradigme, c'est celui-là. Et l'intégrer dans les autres paramètres. Les problèmes de disparition des espèces, il y a des problèmes, par exemple, avec les abeilles, on sait qu'il y a un problème massif de disparition des espèces d'insectes dans la nature.
les petits insectes pollinisateurs sont en danger, avec donc, un risque sur toutes les récoltes sur la planète. Donc il y a une pluralité de problèmes dans lesquels le changement climatique n'est qu'un des aspects. Mais on voit bien que c'est le système économique qui a été mis en place par l'Occident, qui est en train de se mondialiser aujourd'hui à la Chine et à l'Inde. Chaque pays, c'est 1,5 milliard d'habitants. Donc c'est massif. Et que ce système qui est en train de se généraliser, c'est lui qui est mortifère pour l'ensemble de la biosphère. Pas parce que, quoi au casse, c'est parce que ce que nous disent les textes du magistère, c'est parce qu'ils sont contraires, ce système est contraire aux valeurs que l'Église promeut pour l'organisation sociale. Un des bons exemples, c'est encore une fois, ce que je donne, c'est l'exemple de la pilule, typiquement. L'Église dit, bon, la contraception chimique, c'est un mauvais deal. Parce qu'on constate, c'est quoi? C'est qu'on a poussé dans ce sens-là contre la vie de l'Église. Aujourd'hui, on a un effet de pollution massif lié à la consommation de pilules contraceptives. Donc voilà, ça c'est un exemple, à mon avis, paradigmatique de cet écart entre les préconisations de l'Église en termes d'organisation sociale, l'organisation sociale telle qu'elle est aujourd'hui, et les impacts qu'elle a sur la création, puisque la création, elle est, encore une fois, conforme, analogue au système social que l'Église promeut. Bonsoir et merci pour votre exposé. Vous avez évoqué Stanislas Delarminat, et je pense que c'est un cas tout à fait emblématique qui explique d'ailleurs le titre de votre conférence. Parce que celui-ci suppose que nous ne sommes pas assez informés, et donc que nous sommes désinformés. Et Stanislas Delarminat a été directeur général adjoint de Saint-Louis Sucre, il est lobbyiste de l'industrie du sucre, il a été le président de la collective du sucre qui a lancé la Semaine du goût en 2003, qui organise des ateliers dans les écoles publiques depuis ce moment, pour, je cite, depuis 2003, pour, je cite, améliorer le capital sympathie du sucre. Donc 15% d'obésité chez les enfants, etc. Et Stanislas Delarminat est le monsieur écologie de la revue catholique actuelle, destinée aux 10-15 ans. Je pense que beaucoup de vos enfants ou de vos petits-enfants ont déjà eu cette revue entre les mains, qui à mon avis est un poison, clairement. Et Stanislas Delarminat est l'auteur de livres préfacés par des évêques sur l'écologie chrétienne, diffusés chez l'éditeur catholique Salvator. Et il est ingénieur agronome, oui, formé dans les années 50, à l'époque de la mal nommée Révolution verte, donc de l'industrialisation de l'agriculture et de l'usage massif de pesticides, qui viennent de l'industrie des gaz de combat utilisés dans les deux guerres mondiales, il faut le savoir. Et donc, comment expliquez-vous cette perméabilité, en dépit de Laudato Si, d'une certaine influence écologique bienfaisante, je crois, dans le monde catholique, mais comment expliquez-vous, il y a peut-être aussi des raisons sociologiques, autres que purement politiques ou intellectuelles, cette perméabilité du monde catholique à tous ces faussaires de l'écologie, et parce que je crois qu'il faut qu'il soit aussi dénoncé nommément, comme l'a fait courageusement notamment Falk Vangaver, co-auteur du livre sur le libéralisme. Donc comment expliquer cette influence, et puis comment sortir de ce prêt-à-penser catholique qui a tendance sur le plan politique à neutraliser l'écologie, à la rendre inoffensive, et finalement à la résumer à économie d'électricité, de gaz, etc. Merci pour cette question, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a une perméabilité qui est liée à deux choses. D'une part, qui est quelque chose de très général, on vit comme dans la société du soupçon aujourd'hui, c'est-à-dire que tout discours d'autorité, on a toujours un petit peu de mouvement de recul, parfois très justifié. Donc je pense qu'il y a une mauvaise éducation d'une part à l'épistémologie scientifique. La plupart des gens encore une fois, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus, sur le caractère de travail par approche successive de la science, avec aucune vérité établie, une fois pour toutes, etc. Aujourd'hui, la plupart des gens, on parle de sciences exactes. C'est encore le terme qui est utilisé. Où sont les sciences exactes? Est-ce que la valeur de H0, dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui est exact? C'est 500, c'est 50, c'est 55, c'est 180. Qu'est-ce qui était exact? Donc on voit qu'il y a un problème, une espèce de hiatus, entre, d'une part, ce défaut d'information, mais cette fois-ci plus sur le mode de fonctionnement de la science, de l'épistémologie scientifique, comment on établit la vérité en science, qu'est-ce qu'un paradigme, etc. Donc toute chose qui date des années 60, mais qui en fait est très peu connue aujourd'hui. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que ce qui fait beaucoup de mal, c'est l'écologie politique. Parce que l'écologie politique, suivant l'aphorisme bien connu, on parlait de pastèque, vert dehors, rouge dedans.
c'est évident que l'écologie politique a été un peu, il y a eu une espèce d'OPA sur l'écologie politique de l'extrême gauche, qui a, d'une part, promu des solutions qui sont, la plupart du temps, des mauvaises solutions, on le sait, hein, et d'autre part, qui a discrédité le mouvement auprès de gens qui, comment on peut être écolo. Par exemple, je reviens sur l'exemple de la pilule. J'ai posé la question à des membres d'écologie, Europe Écologie Les Verts, mais comment vous pouvez, à un moment donné, lutter contre l'invasion de l'environnement par les particules chimiques et proposer aux femmes de prendre tous les jours de la chimie? Alors, c'est quand même absurde. Bon, ce genre d'absurdité, eux, ça leur fait pas peur. Ils ne savent pas quoi répondre, hein, mais ça ne les dérange pas. Donc, je pense que ça, c'est un point important. L'autre point important, c'est que, du coup, les solutions qui sont prédominantes aujourd'hui dans le discours, quand on veut lutter contre les gaz à effet de serre, par exemple en France, on dit c'est le solaire et l'éolien. Bon, la France est dans le très 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 bas de la moyenne mondiale en termes d'émissions de CO2 par point de PIB. Très très bas. Pas grâce ni au solaire ni à l'éolien. Si vous regardez, il y a un petit exercice qui est facile à faire sur Internet, vous regardez le graphique de la consommation d'énergie au niveau mondial. Vous regardez, vous avez le charbon, le gaz, le pétrole, le nucléaire, l'hydraulique. Puis après, c'est quoi ce petit truc? Prenez à la loupe, vous regardez, c'est les 2% d'énergie renouvelable qui sont en haut, et on va nous dire que c'est ça qui va remplacer tout le reste. C'est simplement une farce. C'est impossible. Donc je veux dire, une des raisons aussi pour laquelle le réchauffement climatique est beaucoup mis en avant justement par les milieux politiques, j'y reviens, c'est-à-dire que on a une réponse technique à une question technique. C'est-à-dire on a le réchauffement, c'est des émissions de gaz à effet de serre, donc ben voilà, en changeant d'énergie, on va régler le problème. Non, ce qui pose problème, c'est notre modèle économique et social, notre système politique, c'est ça qui pose problème. Ça, vous vous rendez bien compte que personne ne veut le remettre en cause. Je trouve que ça c'est clair. Donc en fait, cette méfiance, elle est quelque part justifiée. Seulement, elle ne s'adresse pas au bon endroit. Au lieu de s'adresser sur le problème tel qu'il est mis en évidence dans le paradigme actuel, il faut adresser la problématique sur les solutions qui sont des fausses solutions. C'est ça le banc d'éveil du véritable enjeu. Et donc, bon, dans les milieux catholiques, c'est vrai que je pense que ce qui est retenu, c'est plutôt ça. C'est les solutions qui sont proposées à ce problème-là sont des fausses solutions, donc c'est un faux problème. Mais c'est un faux syllogisme, ça. Mais ça marche plus. Non, juste une contribution, c'est pas une question. Ça revient un peu sur ce que tu disais, sur ce que vous disiez aussi. C'est juste qu'en fait, je pense qu'il y a un problème aussi dans le monde catholique, c'est qu'en fait, on s'intéresse pas en fait à toutes ces questions écologiques. On parle de l'écologie générale, on l'a laissé aux bobos écolos de gauche. Et donc finalement, pendant des années, enfin moi je travaille un peu comme toi dans le domaine de l'écologie, et j'ai rencontré que des catholiques qui disaient oui, c'est des questions qui n'intéressent finalement que l'écologie politique, que les gauchos, et on a laissé en fait tout ce domaine aux autres. Et en fait, avec une méconnaissance énorme, depuis tout à l'heure on aborde en fait des questions assez scientifiques qui sont vraiment très intéressantes, enfin à mon goût. Et moi j'ai visité dernièrement en fait, une expérimentation justement qui sert de base au GIEC sur tout ce qui est les échanges gazeux qui sont... il n'y a pas beaucoup de stations scientifiques en fait, dans le monde qui le font, notamment on en a une dans les Bouches-du-Rhône qui étudie ça. Et en fait on s'aperçoit que les données en fait, dans ce domaine-là sont très on connaît très peu de choses en fait sur ces échanges gazeux. Et par contre, ça sert de prétexte derrière pour nous mettre en place en fait une fiscalité verte et mettre en place en fait tout ce qu'on nous met derrière tout ça. Et je pense qu'en fait on a laissé tout ce qui est toutes ces données en fait à d'autres personnes. Et aujourd'hui, on essaye de comprendre en fait quelque chose dont on n'a aucune base en fait. Et je pense que c'est vrai qu'il ne faut pas être climato-sceptique. Par contre, il faut s'interroger sur ce que tu dis là, sur les réponses qu'on apporte à ça. Effectivement, pour moi, le désordre qui existe aujourd'hui, c'est un désordre moral, et cette moralité, en fait, elle a une action concrète
sur ce qui se passe sur la Terre complète, enfin sur le monde. Mais par contre, voilà, il faut essayer quand même, même en tant que scientifique, on nous demande d'être curieux, de se former, mais il faut aussi se former d'un point de vue scientifique, ou du moins lire les bonnes personnes pour essayer de voir et de comprendre un peu ce qui nous arrive, quoi. Moi je pense qu'il ne faut pas être contre ou pour. Par contre, les méthodes et les réponses, elles ne sont pas du tout là où on nous les apporte, et c'est contre ça qu'il faut lutter. Il faut lutter contre la réponse qui est apportée, qui est juste aujourd'hui une nouvelle taxe, une nouvelle pression en fait qu'on subit tous, et du coup qui nous pousse à tout rejeter. Voilà. Non, je suis vraiment d'accord. Moi, je fais souvent un parallèle dans la situation sur la question écologique aujourd'hui avec ce qui s'est passé au XIXe siècle sur la question sociale. Alors, sur la question sociale, il y a une encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum, qui était je veux dire, en avance sur son temps sur les questions sociales et qui pointait le problème de la relation entre l'ouvrier et le capitaliste, déjà. Les catholiques ont laissé passer ça. Ils ont laissé passer le train pour tout un tas de raisons, pour des raisons à la fois idéologiques, pour des raisons sociales, parce que, bon, pour tout un tas de raisons. Et en fait, du coup, la question sociale a été préemptée par les socialistes, par la gauche. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu le peuple. C'est ça qui s'est passé, en fait. En France, c'est vraiment exemplaire. Hein. Le peuple catholique, il est où? En fait, sur d'un sortie de messe, il faut voir combien il y a d'ouvriers. Hein. Voilà, c'est la situation. On a laissé passer le train. Et moi, je crains qu'avec la question écologique aujourd'hui, il se passe la même chose. On est en train de laisser passer le train et de laisser cette problématique, une vraie problématique, qui renforce à tout point de vue le discours de l'Église, la question sociale que l'Église promeut, la doctrine sociale de l'Église. Toutes les questions environnementales ne font que renforcer la position de l'Église sur toutes ces questions, et on laisse passer le train, et on laisse des gauchistes s'emparer de cette problématique. Je trouve que c'est très embêtant, parce qu'on est en train de reproduire le même retard à l'allumage qu'on a eu après l'encyclique de Léon XIII. On a le même retard à l'allumage après Laudato Si. On attend, je ne sais pas quoi. En fait, on a un monde qui fonctionne sur la finance. L'Église condamne la finance. Je vous ai lu Fix par Unit. Il y a des débats, je ne vais pas vous entrer dans ces détails-là, mais il y a des débats sur la question de la banque, et de fait, c'est condamné par l'Église. La question du libéralisme, le libéralisme est condamné par l'Église, ce qui ne met pas. Il faut bien faire la différence entre libéralisme et liberté d'entreprendre, hein, c'est deux choses différentes. Et c'est le libéralisme en tant que système, et qu'idéologie, et que système de valeurs est condamné clairement par l'Église pour tout un tas de papes et d'encycliques, c'est une position qui est absolument constante. L'Église dit que ce qui est primordial dans l'organisation sociale, c'est le rôle du travail, le rôle du travailleur et pas le capital. Le monde actuel fonctionne exactement à l'envers. Donc c'est tout à fait normal que le monde fonctionnant à l'envers de ce que préconise l'Église, et qui est spécialiste de la chose, on va dire, eh bien, ça provoque des désordres dans le monde créé par Dieu. C'est parfaitement logique. Au sujet de Benoît XIV que tu as cité, au sujet de l'usure, je suis un peu sceptique. Je pense qu'il y a eu un changement du magistère à ce sujet. Benoît XIV est juste avant les papes Médicis, hein, c'est ça? Ça change juste après 18e. Bah, néanmoins, on a eu des papes qui étaient des banquiers, enfin des fils de banquiers, et ça n'a pas trop gêné. Nul n'est parfait. Et je crois que maintenant, il est autorisé, l'usure est autorisée, enfin, l'usure est interdite, mais prêter avec intérêt n'est pas forcément de l'usure. Le taux d'usure, chaque année, il est décrété à l'Assemblée nationale pour la France, hein, il est de l'ordre de 17%, je crois, et donc tous les taux inférieurs au taux d'usure seraient compatibles avec la doctrine sociale de l'Église catholique. Alors il y a eu effectivement une modification de la doctrine, mais il n'y a jamais eu de texte, ce que je disais dans mon topo, il n'y a jamais eu de texte d'autorité équivalente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dix per Unit, c'est une encyclique, hein, donc je ne vais pas vous faire un topo sur les différents degrés d'autorité du magistère, hein, mais vous connaissez ça très aussi bien que moi. Donc l'encyclique, à part le concile, il n'y a rien de mieux, et toutes les modifications et les apports qui ont eu lieu après sont des textes de niveau d'autorité inférieur. Et à mon avis, très perfectible, parce que je pense qu'il part du point de l'analyse de l'état de l'économie d'aujourd'hui. Et justement, je pense que là-dessus, l'Église a fait le travail suffisant, que malheureusement les musulmans ont fait, hein, avec la finance islamique, pour rendre compatible à la fois l'économie moderne, enfin une certaine forme d'économie moderne, on va y revenir, avec des prescriptions qui sont des prescriptions de l'écriture. C'est pas Vix par Unit ne fait que reprendre ce qui est écrit dans la Bible. Donc en fait, c'est une position de fond.
il y avait déjà des éléments qui avaient été apportés au XIXe siècle avec le lucre cessant, etc. On disait que si on perd de l'argent, enfin, on a moins de revenus du fait du prêt qu'on a fait, on peut demander l'équivalent, enfin, etc. Il y a des amodiations qui veulent être trouvées, mais en tout cas, il y a un vrai enjeu là, conceptuel d'imaginer une finance catholique qui soit compatible avec les principes, avec les amodiations qu'il faut y apporter pour que ça fonctionne dans le monde moderne, mais sans revenir sur les principes. Et les principes, c'est que quand on prête, on doit rendre ce qu'on nous a prêté. Rien d'autre. Je sais pas ce qui se passe dans le diocèse. Alors, donc vous avez remis en cause le capitalisme et le libéralisme sans que ce soit tellement surprenant, mais vous n'avez pas souligné le fait que la démocratie contemporaine ne peut pas s'expliquer sans le règne justement du libéralisme et du capitalisme, même en Chine finalement, qui reste une république populaire communiste. Bon, et donc on en revient toujours au même point qui a été traité ici, qui est celui du ralliement, bon, à l'échelle française, hein, mais le fait que l'Église ne remet jamais en cause la démocratie, alors qu'en fait, c'est bien là que le torrent démarre. J'en termine. On se demande d'ailleurs si vous ne seriez pas démocrate, parce que un de vos arguments pour dire que le réchauffement climatique est dû à l'homme, c'est parce qu'il y a une très grande majorité de scientifiques qui allaient dans ce sens-là. C'est pas parce que l'erreur est répandue qu'elle est vérité. C'est même Gandhi qui l'a dit, vous voyez, c'est... Oui, mais la science moderne fonctionne comme ça. Ça, c'est un fait. Hein. La science moderne fonctionne à partir d'une validation par les pairs. C'est comme ça que ça fonctionne. On peut remettre ça en cause, mais c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'elle est honnête aussi? Non, on l'a dit, elle est soumise à toutes sortes de pressions, etc. Mais des deux côtés. Après, il y a un autre point, donc sur la question du ralliement, etc. Non, enfin de la démocratie. Oui, de la démocratie, c'est un peu pareil. Il y a une doctrine catholique du pouvoir qui a été, je crois, mise en forme par le pape Gélase. Donc ça doit remonter au 5e siècle. Quelque chose comme ça, si je me fais... C'est bien ça. Et le pape Gélase spécifie bien qu'il y a trois éléments. Il y a la souveraineté, il y a le pouvoir, il y a l'autorité. Donc en fait, la vision catholique des choses, c'est un bon dosage de ces trois éléments-là. La souveraineté, c'est le Christ. Le pouvoir, c'est le pouvoir politique. L'autorité, c'est l'autorité de l'Église. Donc normalement, c'est avec ces trois éléments-là que devrait fonctionner une société chrétienne. Mais cette doctrine-là, elle était oubliée, y compris dans l'Église, depuis quasiment la réforme grégorienne. Donc c'est un vieux problème. Je ne sais pas si on va le régler forcément ce soir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cet équilibre entre les trois pouvoirs, qui est la doctrine catholique, ne présuppose pas non plus forcément une forme de régime. J'avais soulevé la question au topo de l'abbé Loiseau justement sur la question du ralliement. Je pense que le pape, quand il s'est prononcé sur la question du ralliement, il s'est prononcé sur la forme du gouvernement. Ce qui n'était pas vu à l'époque, parce que nous c'est facile maintenant, un siècle et demi après, hein, c'était que la République en France n'était pas un changement de régime, c'est un changement de civilisation. C'est ça qu'il n'a pas été. Je pense que le pape n'avait pas suffisamment de recul à ce moment-là pour analyser ça. Pour lui, c'était juste une forme. Il existe des républiques tout à fait catholiques. Hein. Les cités médiévales en Italie, c'était des républiques. La Suisse, du Moyen-Âge, c'était des républiques. Donc il n'y a pas d'incompatibilité forcément entre la forme républicaine et la doctrine catholique. Par contre, il y a une incompatibilité même avec l'autocratie, c'est-à-dire par exemple où c'est le pouvoir politique. Ce qui est un peu le problème des orthodoxes, par exemple, hein, où le pouvoir politique, en fait, a y compris la main sur l'Église. Alors je vais vous choquer, je fais exprès. C'est pas contradictoire, mais par contre c'est moins abouti. Oui, je vais faire exprès de vous choquer. République et démocratie sont deux choses complètement différentes. Hein. Oui. Parce que moi j'ai posé la question de la démocratie mondiale. Démocratie, pas la Non, mais République. je vais rien dans la République. En fait, faire allusion au ralliement. Parce que du coup, non. vous ne répondez pas à ma question. C'est la démocratie mondiale qui compte. Donc, en fait, tout ce qui est au niveau mondial est faux, en principe. Parce que la véritable réponse aux crises écologiques diverses, une des seules véritables réponses, c'est le localisme. C'est-à-dire, effectivement, produire et consommer localement ce dont on a besoin.
Et là, effectivement, on aura moins recours au transport, on aura moins recours au plastique, on aura moins recours à la chimie, etc. Par nécessité. Donc je veux dire, tout ce qui sera vu d'un point de vue mondial sera forcément erroné, parce qu'il n'y a que des cas particuliers. Ce qui est vrai ici pour la France, on a une capacité d'autosuffisance alimentaire évidente, ne sera pas vrai pour un pays qui n'a pas d'autosuffisance alimentaire. Forcément, lui, il va forcément avoir besoin d'échanges structurellement. Donc, encore une fois, tout ce qui est vu du point de vue mondial, toutes les organisations mondiales posent en soi un problème, de toute façon. Enfin, François n'a pas du tout remis en cause la démocratie. J'ai quasiment pas parlé du problème. Sur Laudato aussi. Ouais. C'est ça aussi qui montre qu'elle est extrêmement limitée, et finalement, moi je me demande pourquoi on l'encense à ce degré. C'est parce que c'est une encyclique du pape. Oui, voilà, mais ça suffit. Non, mais ça suffit. Si on est catholique, ça suffit. Voilà, ça doit suffire. Parce que le principe de base pour un catholique, c'est de prendre tous les documents qui émanent du magistère avec respect et de l'étudier. Ça veut dire qu'on sera forcément d'accord. Et si on n'est pas d'accord, il faut des bonnes raisons. Il faut des bonnes raisons. Bonsoir. J'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes et beaucoup de bon sens pour moi ce soir, mais il reste quelques points d'inquiétude. Alors je ne vais pas revenir sur le sujet qui vient d'être abordé, parce qu'effectivement il me tarabustait un peu cette soumission, quel mot terrible, cette soumission au paradigme au nom de la science me faisait un petit peu peur, parce que effectivement, à partir du moment où vous justifiez une théorie scientifique où non, peut-être pas sa vérité, mais sa véracité au nom du nombre, ben, ça revient à justifier la démocratie. Bon, à partir de là, on rentre dans le débat que l'on vient d'avoir, et je pense que globalement... Juste une petite réponse rapide, c'est pas tout à fait une démocratie, parce que tout le monde n'a pas le droit de vote. Hein. Donc le droit de vote que ceux qui sont spécialistes. Donc c'est pas tout à fait une démocratie, c'est plutôt une aristocratie. En fait. Oui, mais là vous abordez une forme encore plus dégénérée de la démocratie, qui est la démocratie représentative. Bon, en vrai, c'est une question d'opinion. Non, les deux autres petits points d'inquiétude que j'ai, c'est un point de forme et un point de fond. Le point de forme, déjà, c'est que les mots ne sont pas neutres. En réalité, j'ai entendu plusieurs fois le mot climato-sceptique. Moi, ça me fait mal de l'entendre. Pourquoi ? Parce que climato-sceptique, c'est un mot qui a été inventé par les autres. Et les autres, ce sont nos adversaires pour désigner un certain nombre d'entre nous. Il ne faut pas reprendre ce mot qui ne veut rien dire d'ailleurs étymologiquement, parce que le climato-sceptique, c'est celui qui ne croit pas au climat. Bon, bah attends, que j'y crois ou que j'y crois pas, de toute façon le climat il existe. Donc déjà c'est débile le mot climato-sceptique en termes de construction étymologique. Mais en plus, ça veut dire qu'on reprend les mots de l'adversaire pour nous désigner nous-mêmes. On a déjà perdu dans la tête si on fait ça. Ils ont déjà gagné. Le point d'inquiétude de fond que j'ai, là, ça va être peut-être une vraie divergence avec vous. C'est qu'à partir du moment où on prend comme une vérité première, parce qu'elle est générale, parce que c'est le paradigme du moment, le réchauffisme, ou enfin on peut l'appeler de tous les noms. On passe très vite à la phase d'après. D'ailleurs, vous y êtes allé très franchement, très honnêtement, mais vous me permettrez de ne pas vous suivre là-dessus. On passe à l'anthropocentrisme. C'est-à-dire, on dit, il y a du réchauffement. Bah non, il n'y a pas de réchauffement. Je vais être très franc avec vous. Ça dépend de la longueur de la série statistique que l'on prend. Bon, mais on prend le réchauffement. C'est déjà douteux. Allez. Faisons un pas avec vous. 2, eh ben oui, forcément, c'est l'homme qui est responsable. Mais quel orgueil que cet anthropocentrisme. Mais absolument pas. Écoutez, il y a quand même un certain nombre de scientifiques aujourd'hui qui nous disent, et je pense qu'ils ont eux aussi des raisons de le dire, qui nous disent que le rayonnement solaire est quand même
largement plus responsable de la production de CO2 que l'activité humaine. C'est quand même pas l'activité industrielle d'un ou deux petits siècles dans quelques pays plus ou moins industrialisés qui va changer complètement la structure de l'atmosphère. Ça n'est pas possible. Alors une fois qu'on a admis ces deux premiers points, on passe où? Eh bien, on passe à la culpabilité de l'homme, et à partir de là, on nous fait passer tout ce que l'écologie, et je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit ici, qui a été confisqué à partir de la deuxième moitié du XXe siècle par l'extrême gauche, sachant, soit dit entre nous, que pendant toute la première moitié du XXe, elle était plutôt de notre bord. Il y a beaucoup de thèmes comme ça qui sont passés de très à droite à très à gauche et réciproquement. C'est parce que nous avons déserté le terrain, bien évidemment, que les adversaires s'en sont emparés. Mais à partir du moment où on légitime le réchauffisme, puis l'anthropocentrisme, puis donc la culpabilité de l'homme, on est obligé d'admettre toutes les conneries que nous font passer les écologistes politiques, et puis derrière, tous ces braves gens de tout l'arc politique institutionnel qui s'y mettent à la remorque pour des raisons, je dirais, de déficience intellectuelle, parce qu'ils n'ont pas vraiment cherché par eux-mêmes, ou pour des raisons électoralistes. Et puis après, ça fait la fabrique du consensus que vous aimez tant. Et on finit après par avoir des taxes, on finit par avoir des panneaux photovoltaïques, on finit par avoir des éoliennes. Eh bien tout ceci, moi je dis que c'est un piège, et j'emploie le mot très volontairement, diabolique. Alors, je pense avoir répondu à beaucoup des questions que vous soulevez. La question du consensus, il ne s'agit pas d'avoir un consensus politique au niveau d'un pays. Il s'agit de dire que la science moderne fonctionne comme ça. Alors, ça ne peut pas vous plaire, moi je ne dis pas le contraire. Et Wegener, qui avait raison en 1916, il est mort en ayant toujours raison, mais sans jamais avoir vu son paradigme pris en compte par les autres scientifiques, par les autres géophysiciens. C'est comme ça. Alors on peut le regretter, mais c'est comme ça que fonctionne la science. Bon, tout ce qu'on a autour de nous, le micro qu'on utilise, la caméra, y compris même la machine pour la pression de la bière, tout ça c'est la science. Donc malgré tout, ça donne des résultats. Ça, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas ça fonctionne. Et ça fonctionne sur cette base-là. On fait un test, c'est validé par les pairs, c'est répété et c'est validé par des publications. Bon, on peut dire c'est pas bien, mais c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la question des solutions, en fait, et du personnel politique. Le personnel politique, je disais tout à l'heure, il y a le GIEC, quand il produit un document, il fait un rapport extrêmement épais, il fait un rapport beaucoup plus succinct, entre 30 et 50 pages, suivant les différentes périodes, qui s'appelle « Résumé pour les décideurs », qui est censé être fait pour les hommes politiques. Mais aucun homme politique ne lit ça. C'est une réponse à une commande, monsieur. Mais bien sûr, le GIEC c'est une commande. Le GIEC c'est une commande, c'est les 7 pays les plus industrialisés du monde qui ont créé cette structure. Donc ça ne répond pas à une commande. Ils sont faits pour ça. Ils collationnent la littérature scientifique et ils disent voilà ce que disent les différents laboratoires dans le monde. Voilà. Alors il peut y avoir un laboratoire qui a un avis différent, c'est pas la question. Mais aujourd'hui, la façon dont ça fonctionne, la science n'est pas comme ça. C'est pas un laboratoire qui a raison contre tous les autres. C'est parce que tous les autres valident les expériences que lui a fait, et c'est pas une démocratie, on n'est pas là en train de débattre. Il y a des valeurs mathématiques, des formules, il y a un protocole expérimental, et on valide par le protocole expérimental. On refait la même expérience, on doit arriver au même résultat. Si on n'arrive pas au même résultat, c'est qu'il y a un problème. Et c'est comme ça que fonctionne la science. Encore une fois, il n'y a pas ni de démocratie, ni de consensus au sens où vous l'entendez. C'est un consensus parce que les pairs ont validé les hypothèses et les expériences. Alors après, on peut dire, effectivement, oui, tel point est douteux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des variations. Le GIEC l'admet lui-même. Dans la littérature scientifique, il y a différentes études qui vont donner plus 1,5, plus 4, des fois même plus 6, plus 7, etc. Parce qu'il y a des inconnus. Et il y a plein d'inconnus. Mais les inconnus, souvent, c'est mis en avant par... Alors, le terme climato-sceptique, je suis d'accord avec vous, il est aussi pouillon qu'homophobe.
C'est-à-dire que c'est le même principe. Hein, mais bon, il a le mérite d'exister. C'est souvent mis en avant par les climato-sceptiques de dire oui, mais des inconnus. Mais les inconnus peuvent avoir de sens. Je prends un exemple tout bête, hein, la question des hydrates de méthane. Les hydrates de méthane, c'est des particules, des atomes de méthane, des molécules de méthane qui sont captées dans des cristaux de glace sur les plateaux continentaux. Avec le réchauffement de l'eau, de la température de l'eau, on peut libérer ces atomes de méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est 14 fois plus puissant que le CO2. Si ça se déclenche, si les hydrates de méthane fondent, c'est plus 4. On parle de 6, de 10. Donc, ça peut aller par contre dans l'autre sens. Il peut y avoir des effets, au contraire, des boucles de rétroaction négatives qui vont freiner le système. Un exemple tout bête qui montre qu'on ne sait pas comment il y a des inconnus. La question de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau a deux effets. C'est un gaz à effet de serre, qui est encore plus puissant que le CO2. Mais ça a un autre effet, c'est que ça crée des nuages. Et les nuages augmentent l'albédo. Comme je disais tout à l'heure, l'albédo, c'est on va renvoyer l'énergie dans l'espace. Donc, l'augmentation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, ça va provoquer quoi? Une augmentation d'effet de serre par purement effet de serre des molécules H2O, ou au contraire, ça va augmenter l'albédo et donc rafraîchir la planète, avoir un effet de frein. Aujourd'hui, aucun climatologue n'a une réponse sûre sur cette question-là. Voilà, c'est tout bête, c'est énorme. Hein. La vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre. Autre exemple, en Sibérie, actuellement, on a le pergélisol qui est en train de fondre. Le pergélisol fondant, on a une variation de la couverture végétale. On a la taïga qui remonte dans la toundra. Bon. Deux phénomènes. Donc il y a plus d'arbres. Les arbres, ça fixe du carbone. Donc à l'échelle de la Sibérie, hein, pas de détails, ça fait quand même quelques kilomètres cubes de carbone fixé. Donc c'est positif, ça freine l'effet de serre. A l'inverse, la taïga est plus sombre que la toundra. Donc on diminue l'albédo. Quel est l'équilibre entre les deux? Aujourd'hui, personne ne le sait. Je reviens sur ce que disait Frédéric tout à l'heure. Il y a des tests qui se font sur les échanges gazeux, sur les échanges océan, atmosphère, etc., des choses qui ne sont pas maîtrisées. Un autre exemple, on dit que on parle de réchauffement, mais on parle plus justement de dérèglement. On sait que par exemple la fonte des glaces du Groenland peut provoquer une interruption du Gulf Stream. Si ça se produit, en Europe, on aura plus froid, on aura plus chaud. Hein, il y a quelque chose que quand on dit, la plupart des gens ne se rendent pas compte. New York, vous vous rendez compte, tous les hivers, il y a des blizzards à New York. Hein. New York, c'est la latitude de Naples. Naples, il fait nettement plus chaud qu'à New York à cause du Gulf Stream. C'est tout. Donc le Gulf Stream s'arrête, on a le climat de la côte est des États-Unis. Donc tous ces paramètres-là sont des inconnus. C'est évident. Mais les inconnus peuvent aller dans tous les sens. La question du réchauffement, pourquoi il faut l'intégrer dans le reste de la problématique environnementale, c'est parce que c'est qu'un élément, mais qui, encore une fois, abonde dans le même sens. Le modèle socio-économique qu'on a mis en place est un système mortifère. Bon. Un exemple encore, hein, mais qui montre quelque chose, c'est parler de diabolique, franchement, c'est vraiment diabolique. L'insémination artificielle, la fécondation in vitro, dont on parle maintenant, hein, ça a commencé où? Dans l'agriculture. C'est ça qui commence dans l'agriculture, on essaye d'abord sur les animaux et après on le fait sur les hommes. Bon. Et typiquement, voilà, c'est toute une façon d'aborder les choses, une vision, une réflexion. Un des problèmes de la science, c'est la réflexion en silo. C'est ce qui se passe dans ce type de démarche. On réfléchit en silo, et on est capable de voir des répercussions globales sur l'ensemble du système des moyens qu'on met en œuvre. Aujourd'hui, on le sait, on a parlé ici, je crois, au Café d'Histoire, des questions de transhumanisme, etc., des questions d'intelligence artificielle, tout ça, ça arrive sur le tapis. Et toutes ces questions-là, mais c'est le même système socio-économique qui les produit. Et dont l'objectif affiché par un certain nombre de personnes qui ont pignon sur rue, c'est une baisse drastique de la population humaine. Par exemple, hein, je veux dire, on dit, la planète, 500 millions, ça serait bien. Ah, c'est sûr, si chacun a une piscine et un hélico, il ne faut pas plus de 500 millions. Hein. Donc, je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est le caractère absolument global de l'ensemble de l'impact sur la planète du système socio-économique qui a été mis en place. Je veux dire, je disais encore cet après-midi un bouquin Junger avec les trois grandes étapes, hein, la réforme, la Révolution française, la Révolution russe. Bon, voilà, c'est
c'est signé. C'est le diable, je suis d'accord. Je voulais ajouter juste que sur l'occupation du terrain métapolitique de l'écologie, tout n'est pas perdu parce que dans un mois ou deux, le quotidien présent fera un hors-série sur l'écologie, mais l'écologie vue de notre côté. Donc voilà, je voulais un petit peu vous avancer, vous dire comme une avant-première parce que on va réinvestir le terrain. Vous avez raison, c'est tout à fait vrai que la première moitié du XIXe siècle, l'écologie, c'était une problématique de droite, hein, clairement. Du 20e. La première moitié du XXe siècle. Comme tu le disais, c'est dans la Bible. Hein, on regarde voilà, la Genèse, c'est le premier livre écologique. Hein, absolument. Pour en revenir Oui, pour en revenir au débat et à l'honnêteté du débat, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que tous les ayatollahs du réchauffement climatique apportent un ostracisme vraiment virulent pour toute personne qui n'approuve pas et qui ne va pas dans cette idée-là. J'ai l'impression que ça tire un peu sur le révisionnisme. Hein, c'est un peu pareil. Bah oui, pour une bonne raison, c'est qu'ils viennent leur manger leur pain. Si il y a un climatologue, son intérêt c'est d'avoir des budgets pour son labo. Hein. Donc quelqu'un qui veut dire finalement la climatologie, bon, ça marche pas si bien que ça, etc., il va dire quoi? Ça veut dire qu'il va pas avoir son budget l'année prochaine ou quoi? Enfin, je veux dire, c'est prosaïque ce que je dis, mais ça compte. Je veux dire, c'est des êtres humains. Hein. Donc, après, la manière dont on traite les débats en France, particulièrement, hein, c'est de plus en plus vrai en Occident, c'est-à-dire l'incapacité à prendre en compte le point de vue de l'autre, c'est-à-dire accepter, comme on dit, une formule, c'est donner une chance à l'argument de l'adversaire. Si à un moment donné, on ne donne pas une chance à l'argument de l'adversaire, c'est-à-dire on ne prend pas vraiment en compte, on ne l'analyse pas vraiment de bonne foi, bon, c'est sûr que ce n'est pas des vrais débats. Et en France, on fonctionne, alors, surtout depuis la Révolution en France, ça fonctionne vraiment comme ça, c'est-à-dire par ostracisme. Il suffit de lire les bouquins d'Augustin Cochin sur comment les débats se sont déroulés avant la Révolution française. C'était que ça, des attaques ad hominem, en détruisant des personnes, en disant qu'ils n'étaient pas crédibles, ceci, cela, etc. Ça fonctionnait que comme ça. Donc c'est profondément imprégné de notre manière de débattre. On ne sait plus donner une chance à l'adversaire. C'est pas du débat. C'est des monologues parallèles. Sans revenir sur... Merci. Sans revenir sur le fond, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans nos milieux qui nous gênent, parce que quand on voit, par exemple, il y a une quinzaine d'années, l'ancien vice-président Al Gore qui crie aux problèmes climatiques et qui lui-même dit qu'il a le droit de polluer, de se déplacer autour du monde, etc. Quand on voit aussi qu'il y a une dizaine d'années, on nous disait déjà c'est les 10 prochaines années qui vont être décisives, et puis en 2019, on dit exactement la même chose. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait crédible. Et puis de même, certains qui disent la solution, justement, c'est la stérilisation, c'est le fait de limiter la population. Alors, moi, c'est pas tellement ce constat de réchauffement climatique qui m'inquiète, mais c'est plus les solutions que certains veulent bien y apporter. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut se mettre au boulot, en fait. C'est aux catholiques à proposer d'autres solutions. Mais c'est certainement pas, effectivement, en remettant en doute le paradigme de l'heure, qu'on va proposer des solutions crédibles. Il faut se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tenir un discours qui est, dont l'axe principal est de remettre en cause le paradigme, quand on n'est pas scientifique, à mon avis, c'est du suicide en termes de débat. Je veux dire, on n'a aucune plus-value à apporter au débat scientifique. Donc, je pense que la bonne manière, en étant conscient des limites de l'apport de la science, que j'ai essayé de montrer, hein, c'est-à-dire que la science, c'est qu'un élément. L'élément essentiel, Frédéric, je disais, c'est ce qu'il y a écrit dans la Bible. Voilà, c'est clair et c'est net. On parlait de l'homme et la responsabilité de l'homme. Oui, bien sûr que l'homme est responsable. Tout ce qui va mal dans l'univers, c'est la faute de l'homme. C'est ça Paul qui le dit. Alors, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, tout ce qui va mal, c'est la faute de l'homme. C'est le péché originel. Donc, ça, c'est la position catholique des choses. Hein. Après, on peut avoir des positions différentes. Donc, la responsabilité de l'homme, pour moi, elle est évidente. Et la question des solutions, c'est une vraie question. Et ça, c'est vraiment aux catholiques à prendre en compte la problématique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il y a un véritable
assaut, on parle quand même de 6e extinction des espèces. C'est-à-dire que la perte de biodiversité aujourd'hui est plus rapide qu'au moment d'extinction des dinosaures. Bon. Alors on va dire encore c'est des scientifiques. Oui, bien sûr, c'est des scientifiques qui disent ça, évidemment. C'est eux qui étudient la chose. Donc, et là, c'est pas des climatologues, c'est des biologistes. Ils disent c'est une extinction massive. Il y a un certain nombre encore une fois, de scientifiques qui parlent d'anthropocène, pour parler de l'ère géologique dans laquelle nous vivons. Moi, je pense que c'est tout à fait inapproprié, parce que, à mon sens, les pygmées d'Afrique centrale ont très peu d'impact sur le changement climatique. Moi, je parlerais plutôt de capitalocène. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire que c'est le système pécamineux du capitalisme qui est basé sur l'avarice et sur l'égoïsme qui produit des effets délétères dans la création. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est pas compliqué à comprendre. Donc, la question des solutions pour les catholiques, c'est au boulot, retroussons-nous les manches et trouvons des vraies solutions. Parce que les solutions qui sont proposées aujourd'hui, et ça je concède bien volontiers, sont des fausses solutions. On ne va pas sauver la planète avec 3 éoliennes et 2 panneaux solaires. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Donc, parce que ça ne répondra pas à la question des plastiques. Aujourd'hui, quand on fait des études de cycle de vie complet d'un panneau solaire fabriqué en Chine, avec des usines qui sont alimentées par d'électricité fabriquée avec du charbon, et puis après la question du recyclage du panneau au terme de son espérance de vie, etc., on aboutit à quelque chose qui n'est pas très loin d'une centrale à gaz. Donc voilà, en termes d'écologie, on fait mieux. Les éoliennes, on n'en parle pas. Hein. Donc je veux dire, toutes les solutions qui nous sont présentées sont des mauvaises solutions. Donc retroussons-nous les manches, que les catholiques se retroussent les manches, lisent leurs textes, y compris les encycliques des papes, qui sont comme pour nous valeurs d'autorité, et retroussons les manches pour trouver des vraies solutions. Et pour ne pas faire la même erreur qu'au XIXe siècle, on a laissé la question sociale aux socialistes et aux communistes, on a perdu le peuple. Là, on va laisser la question environnementale aux écologistes. C'est une catastrophe assurée. Oui, merci Philippe pour toutes ces considérations. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, hein, l'abbé Christophe Vogler. Quelques remarques au sujet des questions qui touchent à la finance. Bon, on a fait référence à un texte ancien, Vix Pervenit, Benoît XIV au XVIIIe siècle. Le 6 janvier 2018, donc ça c'est tout récent, le 6 janvier 2018, il y a un texte très important qui a été publié par Rome sur le sujet qui s'intitule Economice et Pecuniarie Questiones, c'est-à-dire considération pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel. C'est la Congrégation pour la doctrine de la foi, et c'est un document qu'on peut trouver facilement sur Internet gratuitement, mais sinon on peut l'acheter. C'est un petit volume qui traite explicitement des questions financières. Et à ma connaissance, depuis de Rerum Novarum que vous avez cité, Léon XIII, je ne crois pas qu'il y ait un seul document de l'Église, de cette valeur, qui traite explicitement de ces questions. Je pense qu'il faut vraiment l'étudier. Après, sur la question des appellations, il peut y avoir effectivement une dialectique entre les réchauffistes et puis les climato-sceptiques, etc. Climato-sceptique, ça me paraît quand même modéré comme expression, puisque le texte, l'expression qu'on lit parfois, et qui pour le coup est invalidante, disqualifiante, c'est plutôt climato-négationnisme, expression qu'il ne faut pas utiliser bien évidemment. Sur Laudato Si, c'est le premier document de cette importance sur le sujet de l'écologie, même s'il y avait eu déjà beaucoup de choses intéressantes, du temps de Jean-Paul II, de Benoît XVI. J'ai eu une émission sur Radio Maria France toutes les semaines depuis 2 ans, et donc il y a largement de quoi alimenter avec les textes du magistère. Mais c'est le premier document de cette importance sur le sujet qui traite de l'écologie intégrale. Ceux qui ne l'ont pas lu, donc, pensent qu'ils vont perdre leur temps puisqu'il s'agit de défendre je ne sais quelle espèce menacée, que ça concernerait exclusivement la protection de la nature, donc de la création du bon Dieu. Pas du tout. C'est d'abord l'écologie humaine, donc défense de la famille, respect de la vie. C'est l'écologie sociale qui concerne donc le monde du travail, le bien commun, la vie dans la cité. Et puis donc l'écologie environnementale, la protection de la nature, ou création du bon Dieu. Et donc, c'est un sujet que nous, les catholiques, on n'étudiait pas. Exemple, le parcours Zaché. Le parcours Zaché, qui est bien fait,
C'est donc Gomez et quelques amis qui ont mis ça au point, qui permet en un certain nombre de soirées, comme ça, en petits groupes d'études, de découvrir la doctrine sociale de l'Église. La première version du Parcours Zaché ne parlait pas d'écologie. Et donc, quand il y a eu Laudato Si, on a rajouté maintenant dans la nouvelle version du livre, qui est le guide pour le Parcours Zaché, on a rajouté un chapitre sur l'écologie. À mon avis, il faudrait plutôt refondre complètement ce Parcours Zaché en donnant une coloration d'écologie intégrale à tous les chapitres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et j'encourage en tout cas tout le monde à étudier vraiment le crayon à la main ce texte fondamental pour moi qui est Laudato Si. Merci de votre intervention, mon père. Effectivement, je pense qu'il y a. Ce que je disais, c'est qu'il faut que les catholiques travaillent ces questions. C'est des questions importantes. On ne peut pas se contenter de ce qu'on entend vaguement dans la presse, etc. C'est des questions qu'il faut travailler. Et effectivement, la meilleure source de travail, c'est sur les textes de magistère. Alors, j'ai volontairement pas trop cité Laudato Si, parce que je sais que c'est un texte, dans certains milieux, assez polémique. Donc, bon, mais on voit que d'autres autorités ecclésiastiques tiennent des propos équivalents, que ce soit dans l'orthodoxie ou dans le monde catholique. Dans le monde orthodoxe, il y a un petit bouquin que je vous recommande vivement, de Jean-Claude Larcher, qui s'appelle « Les fondements spirituels de la crise écologique », qui est très intéressant, qui montre bien à quel point, en fait, on ne peut pas faire de distinction entre la question de l'écologie et la question du progrès spirituel. On va s'arrêter là pour les questions avec le conférencier. Néanmoins, vous restez un petit instant avec nous.